Absentes de la version initiale de l'UFC, les catégories de poids n'ont pas tardé à faire leur apparition dans le MMA mondial, calquant ce qui se faisait déjà dans les autres sports de combat. Les choses ont bien évolué en 30 ans et la notion de poids est devenue un enjeu à part entière dans un MMA qui s'est grandement professionnalisé depuis. Désormais, le poids des combattants est un facteur millimétré pour optimiser la performance et cela entraîne les conséquences que l'on connaît, notamment au niveau de la déshydratation et des conséquences court-termistes et long-termistes sur la santé des athlètes. Sportivement parlant, l'importance des catégories de poids a un peu poussé tout le monde à rentrer dans le rang et à s'aligner sur les standards de l'industrie. Ainsi, les combattants concourent presque tous dans leur catégorie de poids optimale et c'est un peu la course à qui saura le mieux gérer sa descente. Mais pour certains athlètes, il y a toujours des difficultés à trouver le bon poids, la bonne catégorie pour combattre et la pesée est parfois le lieu d'ajustement permettant de relancer des carrières. Au cours des années, on a vu des combattants gonfler, d'autres s'amincir et même si cela a parfois donné lieu à des catastrophes, il y a des combattants pour qui changer de poids a été salvateur. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, parlons de 10 changements de catégorie de poids qui ont sauvé la carrière d'un combattant. Numéro 10, Jared Cannonier. Comme vous vous en doutez sûrement, c'est l'apparition de Jared Cannonier ce week-end qui a motivé la création de cette liste. Normalement, cette vidéo sort le dimanche, donc je n'ai pas d'informations sur le résultat de son combat à l'heure où je l'enregistre, mais ce qui est certain avec Jared, c'est qu'il a connu son lot de changements physiques. Après avoir commencé sa carrière chez les poids lourds, il lui est vite apparu évident qu'il allait falloir baisser son poids s'il espérait être compétitif à l'UFC. Une défaite par KO contre Sean Jordan pour ses débuts, et Zakila Gurria a immédiatement entamé sa descente chez les mi-lourds. Là encore, il n'était pas à son poids optimal, et après 3 défaites en 4 combats, il était évident qu'un nouveau changement était impératif. C'est en poids moyen que Cannonier a trouvé sa zone de confort, extrêmement puissant pour la division. Il a fait son trou avec des succès contre Jack Hermansson, Anderson Silva ou encore Derek Bronson. Une série de victoires qui lui a permis de combattre pour la ceinture d'Israël Adesanya lors de l'UFC 276. Même s'il n'est pas parvenu à y décrocher l'or, Jared est clairement à sa place à 84 kg et malgré une mauvaise forme récente, il joue les premiers rôles de la catégorie depuis près de 5 ans. Un changement de poids salvateur pour Cannonier qui aurait probablement perdu sa place dans le roster s'il n'avait pas fait les modifications nécessaires. Numéro 9, Alexa Grasso. Les premières années d'Alexa Grasso à l'UFC ne se sont pas exactement passées comme elle l'aurait espéré. Arrivée invaincue et avec beaucoup de hype derrière elle, elle a eu du mal à s'installer durablement chez les poids pailles. Avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites pour ses 3 premières années dans la promotion, la décision de changer de catégorie de poids a été prise par son équipe après une pesée loupée ayant mené à l'annulation de son combat de l'UFC 246. Elle était d'ailleurs si loin du poids nécessaire que c'est la commission du Nevada directement qui a décidé d'annuler ce combat, estimant que la différence de poids entre les deux femmes était beaucoup trop importante. Une montée en catégorie salvatrice pour Grasso, non seulement sur un plan sportif, mais également pour sa santé personnelle. Elle a déclaré plus tard que son corps commençait à grandement souffrir des chutes brutales de poids et qu'en plus d'une fight week pas simple à gérer, elle se sentait en bien meilleure forme chez les poids mouches. Il faut dire que les résultats parlent pour eux-mêmes, car après 5 succès consécutifs à 61 kg, elle est devenue championne de l'UFC, mettant fin au règne de l'éternelle Valentina Shevchenko. Cette pesée manquée à l'UFC 246 était peut-être une bénédiction en fin de compte. Numéro 8, Dan Hooker. Fait assez intriguant sur Dan Hooker, il a participé et remporté un tournoi de kickboxing en 2013 où il combattait chez les poids moyens. Fait encore plus intriguant sur Dan Hooker, il a carrément combattu chez les poids lourds en 2011, rien que ça. Vu le rapport que semble avoir Dan au combat d'une façon générale, ce n'est pas très surprenant d'apprendre que le néo-zélandais a un peu fait le vagabond entre les classes de poids. Hooker est un combattant que je prends au sérieux quand il dit qu'il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand, et je salive déjà d'ailleurs d'impatience de son combat contre Justin Gaethje. Mais quand il a fait ses débuts à l'UFC, Dan est resté sérieux et il a concouru chez les poids plumes. Et même s'il n'était pas ridicule du tout, on ne parvenait pas à entrevoir son potentiel. Il était clairement en douleur lorsqu'il s'agissait de valider la pesée, et non seulement cela semblait affecter son menton, mais il était clairement moins rapide que les meilleurs de sa division. C'est donc pour s'éviter bien des douleurs qu'il a choisi de monter d'une catégorie de poids en 2017, après une nouvelle défaite contre Jason Knight. Chez les légers, Dan a pu exprimer tout son potentiel, remportant 7 de ses 8 combats suivants, jusqu'à tomber sur un os en la personne de Dustin Poirier. À ce jour, il fait toujours partie intégrante du top 10 de la catégorie et il a même l'opportunité d'intégrer le top 3 lors de l'UFC 313. Même si, à titre personnel, je crains que son menton ne soit sérieusement dégradé par les années de barbarie qu'il s'est infligé dans l'octogone. Quoi qu'il en soit, Hooker est en bien meilleure posture à 70 kg et il a d'ailleurs même retenté une dernière fois l'aventure en plume contre Arnold Allen en 2022 et il s'est mangé un KO dans le premier round pour la bonne mesure, comme pour confirmer que les bons choix avaient été faits. Numéro 7, Kelvin Gastelum.
C'est une carrière bien étrange que celle de Kelvin Gastelum. Le vainqueur de la 17e saison de The Ultimate Fighter a choisi d'immédiatement changer de catégorie de poids juste après le show, une descente chez les poids welter qui va amorcer plusieurs années très complexes pour Gastelum entre les difficultés de santé et ses pesées loupées. Il faut dire que même si Kelvin n'est pas un très gros poids moyen, il a un physique de buffle et c'était non seulement difficile pour lui de faire le poids chez les welter, mais de son propre aveu, il n'était pas aidé par le fait qu'il ne soit jamais vraiment parvenu à tenir un régime sur la durée. Après 3 pesées loupées et plusieurs défaites, la décision a été prise de remonter chez les poids moyens et comme par miracle, tout s'est de suite mieux passé pour lui. Quand je dis la décision a été prise, il faut dire qu'elle a plutôt été subie par Kelvin après qu'une pesée manquée à l'UFC 205 ait entraîné l'annulation de son combat contre Donald Cerrone. Cette montée en poids moyen l'a vu remporter 4 de ses 5 combats suivants et l'a surtout vu être projeté dans un affrontement pour la ceinture intérimaire contre Israel Adesanya. Ce combat est légendaire, il vient d'ailleurs d'être intronisé au Hall of Fame, mais le niveau de performance de Gastelum suffit à prouver à quel point remonter à 84 kg était la bonne idée pour lui. Numéro 6, Robert Whittaker. Robert Whittaker est un pur produit de la scène locale australienne. Combattant d'abord chez les poids welter, Robert s'est imposé comme le meilleur prospect de sa région et comme un symbole, il a remporté sa saison de The Ultimate Fighter en représentant l'Australie dans le sillage de George Sotiropoulos. Mais la scène australienne était loin d'être ce qu'elle est actuellement et Robert s'est heurté à un tout nouveau niveau d'opposition à l'UFC. Robert n'était pas au fond du trou non plus, mais son combat contre Stephen Thompson à l'UFC 170 a montré que des changements étaient nécessaires. Pour Robert, il semblait tout simplement que son style de combat n'était pas vraiment adapté à sa morphologie en 77 et surtout, il y avait un peu un boulevard chez les poids moyens. Ce qui était probablement un choix stratégique de carrière a définitivement été le bon pour lui. Whittaker s'est embarqué dans une série de 9 victoires de rang, le voyant devenir le premier champion australien de l'histoire de l'UFC. Il est encore un combattant central des 80 kg à ce jour et il a récemment laissé entendre qu'une montée chez les lourds légers n'était pas à exclure dans un futur proche. Pas certain que ce soit une très bonne idée, mais vu le vide abyssal à 93 kg, difficile de ne pas être tenté. Numéro 5, Robbie Lawler. Robbie Lawler est le combattant préféré de ton combattant préféré. Ruthless a passé sa carrière à s'engager dans des guerres improbables contre les meilleurs du monde, mais même s'il a toujours été un combattant divertissant, il n'a pas toujours été au sommet du classement. Robbie a passé plus de 8 ans de sa carrière chez les poids moyens, alternant le bon et le mauvais au Strikeforce. Robbie n'était pas hors de forme chez à 84 kg, loin de là, mais il était assez clair qu'il avait de la marge au niveau du poids. Surtout, face à un certain niveau d'opposition, il a succombé à ses désavantages physiques plus d'une fois, et pour tout le divertissement qu'il a procuré aux fans, son plafond de verre à 84 kg était assez évident pour qui voulait bien le voir. C'est lorsqu'il a re-signé à l'UFC à la fermeture du Strikeforce qu'il a pris la décision de passer chez les poids welter, un choix qui va immédiatement payer dans une division un petit peu laissée en ruine par le départ de Georges Saint-Pierre et par un léger manque de profondeur. C'est un peu moins de 2 ans après son retour dans la promotion qu'il remporte la ceinture mondiale, bien plus à l'aise à 77 kg. Non seulement il résistait beaucoup mieux à l'impact physique que lui imposaient ses adversaires, et même son menton résistait aux rudes épreuves dans lesquelles il décidait constamment de s'engager. Je n'ai pas besoin de revenir en détail sur son illustre règne, mais il a pris part à certains des meilleurs combats de tous les temps, et on a rarement connu un règne aussi plaisant dans l'histoire du MMA. Un changement de poids qui a fonctionné pour les fans et pour lui, et qui aura permis d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre sport. Numéro 4, Chael Sonnen. Lorsque Chael Sonnen a obtenu un combat de ceinture contre John Jones, tout le monde s'est un peu offusqué, citant à quel point il était ridicule qu'il combatte pour la ceinture des mi-lourds alors que ça faisait de longues années qu'il n'avait pas combattu à 93 kg. Ce que beaucoup de personnes ne mentionnaient pas en revanche, c'est qu'en plus du temps écoulé, Chael n'était pas un très bon mi-lourd du tout. Contrairement à la coutume, c'est en arrivant à l'UFC qu'il a subitement décidé de monter de catégorie de poids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Des défaites par soumission contre Renato Sobral et Jeremy Horn, et voilà que le prospect prometteur doit déjà plier bagage et retourner sur la scène régionale. Le poids n'était certainement pas le seul problème de Chael, mais il s'est rapidement remis à la diète et a fait son retour quelques années plus tard chez les poids moyens. Sonnen n'est jamais devenu champion du monde, mais rarement un combattant n'en est passé aussi proche que lui. Il a certes subi la dure loi d'Anderson Silva, mais il a trusté le haut du classement pendant de longues années chez les poids moyens. Avec des victoires contre Paolo Filho, Yushin Okami ou encore Michael Bisping, il était véritablement le deuxième meilleur poids moyen de son temps, si proche, mais si loin de s'affirmer comme le tout meilleur du monde. Numéro 3, Sean Strickland.
Croyez-le ou non, mais fut un temps, Sean Strickland avait une sacrée chevelure. Mais se raser le crâne n'est pas le seul changement qu'il a opéré au fil des années. Relativement frêle pour un poids moyen à l'époque, Sean a tenté l'aventure chez les 77 kg à son arrivée à l'UFC. Il n'a jamais vraiment eu de difficulté à faire le poids, mais il est vite apparu évident que ce n'était pas chez les poids welter qu'il serait au mieux. De son propre aveu, descendre à 77 kg est devenu une tâche de plus en plus difficile au fil des années et il ne se sentait pas suffisamment puissant chez les welter. Après s'être fait bazarder sur un plan physique par Santiago Ponzinibbio et Kamaru Usman, puis mis KO par Eliseu dos Santos, Sean décide de faire le bon choix et retourne chez les poids moyens. Bien sûr, c'est aussi son accident de moto intervenu en 2019 qui l'a poussé à effectuer des changements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour à 84 kg a été réussi. Il est difficile de complimenter Sean après sa performance douteuse de l'UFC 312, mais il a excédé toutes les attentes en devenant champion du monde, et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. Il n'est pas indécent d'affirmer qu'il n'aurait jamais pu soulever le titre chez les poids welter, donc ce changement était plus que bienvenu. Numéro 2, Anthony Johnson. Le regretté Anthony Johnson a passé sa carrière à disloquer des mâchoires en usant de sa puissance colossale qui a fait de lui l'un des plus gros cogneurs de l'histoire de l'UFC. Anecdote marrante sur Rumble, il était videur fut un temps et on plaint les malchanceux qui ont croisé sa route au fil des années. Si vous vous souvenez d'Anthony Johnson, vous avez sûrement en tête des images de lui affrontant Daniel Cormier ou Glover Teixeira et vous serez sûrement surpris d'apprendre qu'il a commencé sa carrière à 77 kg. Mais les soucis de poids n'ont pas tardé à faire leur apparition chez Rumble. Il a raté la pesée une fois, puis une deuxième, et il était évident que son corps ne pouvait pas supporter la cadence. Rumble a alors pris la décision logique de monter en poids moyen, mais il a une nouvelle fois raté la pesée, menant à son licenciement de l'UFC après une défaite contre Vitor Belfort. De retour sur la scène régionale, Johnson a fait une découverte qui frappe tous les fans de MMA un jour. Si tu es en mi-lourd, que tu frappes fort et que tu as un plutôt bon menton, il y a des chances pour que tout se passe très bien dans ta carrière. Il a donc fait son retour à l'UFC chez les 93 kg et il a ouvert son musée des horreurs, distribuant des KO toujours plus terrifiants les uns que les autres. Il a combattu 2 fois pour la ceinture de Daniel Cormier, sans succès bien sûr, mais qui aurait pu imaginer quelques années plus tôt qu'il combattrait pour un titre de l'UFC. Il a laissé un bel héritage, une compilation complètement ahurissante de finish et un souvenir attendrissant pour tous les fans qu'il puisse reposer en paix. Numéro 1, Charles Oliveira. Depuis son arrivée à l'UFC, Charles Oliveira a loupé 6 fois la pesée. Autant dire que faire le poids a toujours été une épine dans le pied du Brésilien, qui a connu toutes les joies et toutes les tristesses dans la promotion. Même s'il a toujours été un poids plume de haut niveau, Charles a toujours été critiqué pour son incapacité à faire le poids, ce qui est souvent perçu comme un énorme manque de respect. S'ajoute à ça la réputation que lui ont collé ses pairs d'être parfois faible d'esprit, dans ce qu'un combattant de MMA considère comme faible d'esprit, ce qui j'imagine est vastement plus étroit que notre définition à nous simples mortels. Mais autant dire que Do Bronx n'était pas toujours vu du meilleur œil à ce moment de sa carrière. Mais après une nouvelle pesée loupée contre Ricardo Lamas, Charles est définitivement monté en poids léger en 2016. Il a rajouté un peu de muscle à son physique et a entamé son exceptionnelle série de victoires qu'il aura vu remporter puis défendre la ceinture des poids légers. Et évidemment, le changement de catégorie ne suffit pas à expliquer son changement de forme, mais Charles a repris le contrôle de sa carrière et si on occulte cet écart de 200 grammes contre Justin Gaethje, tout était parfait. Et à ce moment-là, il faut dire que cela a coïncidé avec le fait qu'il ait pris le sport d'assaut. Je ne suis pas du genre à coller 2 informations ensemble juste parce que ça m'arrange, mais pour Charles Oliveira, je décide de faire une petite exception. Voilà pour la liste, n'hésitez pas à me donner vos autres combattants qui ont changé de catégorie de poids pour le mieux. On aurait pu citer Gilbert Burns, Valentina Shevchenko, même si elle a toujours été très haut niveau. Et voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude et nous, on se reparle bientôt, salut les gars.